Salut tout le monde. Salut Catherine. Salut Pablo et salut à tous et à toutes. Petit débrief hebdomadaire politique. Une semaine encore où on a vu des vertes et des pas mûres. Sébastien Lecornu, notre Premier ministre, n'a toujours pas composé de gouvernement. Il est toujours, pour utiliser le terme consacré, en discussion avec les différentes formations politiques qui acceptent de venir le voir à Matignon. Encore ce matin, on enregistre, il est vendredi midi, il recevait et Marine Le Pen et Olivier Faure. Il était seul, Olivier Faure ? Non. Alors, Olivier Faure, lui, est arrivé avec Patrick Caner, Boris Vallaud et quelques autres membres du Parti Socialiste. Ils sont arrivés à 6 ou 7. Marine Le Pen, elle, est arrivée toute seule, alors qu'il était annoncé, il était annoncé au départ qu'elle devait venir avec Jordan Bardella, et Jordan Bardella n'est pas venu, donc on ne sait pas tellement pourquoi, on le commentera. Mais elle est arrivée pas vraiment toute seule, puisque elle est rentrée avec une petite boîte dans laquelle il y avait un chaton. J'ai halluciné, j'étais sur le plateau de France Info ce matin, je dis, mais elle a un chaton. D'accord, ok. Et elle est ressortie, pour information, sans ce chaton. je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, elle lui a peut-être laissé un cadeau, enfin, je ne sais pas. Ou ils l'ont mangé, ou elle lui a offert, hein. Je ne sais pas quel type de commentaire apporter à ce fait politique, quand même, bizarroïde. Voilà, c'est l'histoire du chaton, qu'est devenu le chaton qu'elle avait sous le bras. Bon. Petite parenthèse refermée. Mais elle est venue sans Jordan Bardella. Du coup, je vais t'adresser une question, Catherine. Comment est-ce que... Enfin voilà, on est le 3 octobre. Bardella, il avait un rendez-vous, officiellement. On nous dit... Karine Boulet, si présente, nous dit que officiellement Jordan Bardella était excusé parce que il avait un rendez-vous. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Plus important que d'aller voir le Premier ministre. Ouais, exactement. D'accord. Et donc ma première question que je t'adresse, Catherine, c'est Sébastien Lecornu est censé nommer un gouvernement, il est censé proposer, alors il l'a déjà proposé, son projet de loi budgétaire au Conseil d'État, enfin genre parce que en fait avant il a envoyé sa copie avant que d'arriver à l'Assemblée nationale et au Sénat. Elle doit passer par les fourches codines du Conseil d'État. D'ailleurs, Boris Vallaud, le patron des députés socialistes, a dit qu'il l'avait vu. Il avait vu cette copie. Il l'a annoncé, c'était hier sur France Info. Qu'est-ce qui a changé en fait par rapport à la semaine dernière? Est-ce que rien n'a changé? Est-ce qu'on est toujours en gros dans un espèce de maelstrom qui va aboutir à très court terme, à court terme ou à moyen terme à la censure et il ne faut rien attendre de ce qui s'est passé? Ou est-ce que la proposition faite par Sébastien Lecornu ce matin même, ce vendredi matin, de ne pas utiliser le 49.3 sur le budget est susceptible de faire bouger les lignes? Moi, je crois que l'affaire à l'intérieur du Parti Socialiste est compliquée. Parce qu'il y a ceux qui pensent que l'esprit de respectabilité, de la preuve qu'ils sont un parti de gouvernement, c'est que ils travaillent à ce qu'il y ait un budget pour la France le moins mauvais possible, mais un budget. Donc pour ça, ils sont prêts à beaucoup de concessions, de négociations. Ils vont essayer de tirer le plus possible de choses. Je sais pas, les histoires d'amélioration de la retraite des femmes dont Piketty dit que ça représente en gros une amélioration de 100 € par an pour les femmes. En termes d'amélioration, c'est quand même pas terrible, surtout au regard de la dégradation qu'a apporté la loi Borne. Mais enfin, en tout cas, voilà, ce que je pense, c'est qu'il peut y avoir une partie du Parti socialiste qui croit que sa vérité de parti socialiste, c'est-à-dire à la fois son influence et sa fonction, les deux ensemble, c'est d'aller vers une abstention pour laisser passer un budget, sachant que ils n'ont pas la majorité, que le nouveau Front populaire est par terre, et que donc, dans ces conditions, on essaye de faire le mieux qu'on peut, et voilà. C'est pas forcément ce que pense la direction du Parti socialiste actuel, c'est-à-dire Olivier Faure essentiellement,
Mais encore que c'est un peu aléatoire, quoi, parce que les déclarations d'Olivier Faure, elles sont un peu fluctuantes. Il a dit hier, il a dit que il fallait laisser à Sébastien Lecornu sa chance. Voilà. Je cite, il a dit ça en marge de la manifestation. Voilà. Donc, quelle est réellement la position du Parti socialiste officiellement? On le saura cet après-midi, puisqu'il y a la réunion du Bureau national qui est rassemblée. Mais, le Bureau national est rassemblé cet après-midi. Mais je pense que la tension commence à être vive. En fait, le débat qui a été tranché au moment du Congrès de manière un peu à l'arraché, quand même dans un rapport de force très fragile, 51-49, ceux qui ont perdu les 49, ils n'ont pas décidé de renoncer. Et ils essayent d'avancer leur proposition politique, leur orientation politique, et maintenant ils se sont trouvés un champion en la personne de Raphaël Glucksmann qu'ils essayent de pousser. Voilà, pour dire, Raphaël Glucksmann, il est celui qui revient sur la tradition social-démocrate de gouvernement, comme il en existe d'autres en Europe, et qu'il est celui qui est capable d'accrocher une partie de la Macronie, et que donc, dans ces conditions, en fait, de redevenir sur la position hollandaise, puisque la Macronie, c'est quand même une partie des Hollandais qui sont partis avec Emmanuel Macron. Donc, Raphaël Glucksmann semble être en mesure politiquement de récupérer cet espace-là, et eux ils pensent que dans cet espace-là, qu'avec ils peuvent agréger un socle d'électeurs suffisant pour être en position au moment de l'élection présidentielle d'être en première place à gauche. Et comme ce que l'on présuppose, c'est qu'il y aura un match qui va entre le candidat insoumis, probablement Jean-Luc Mélenchon, et un autre candidat, il espère être suffisamment fort pour ne pas faiblir par rapport à Jean-Luc Mélenchon, et donc pour être en mesure d'emporter le vote utile à gauche, qui va probablement fonctionner. C'est en tout cas ce que on peut penser, c'est-à-dire un vote utile pour essayer de mettre un candidat de gauche au second tour. Donc la stratégie très forte et très dure de Raphaël Glucksmann, c'est pour cranter ce groupe qui est socialiste macroniste compatible ou les macronistes socialo-compatibles. Ce groupe-là, voilà. On pourra parler de la stratégie de la France insoumise, qui me semble être exactement le revers de ça. Exactement. C'est le miroir de cette stratégie-là. Et l'enjeu, c'est la consolidation d'un noyau qui est capable de passer la mer de la préparation du premier tour de l'élection présidentielle pour tenter d'emporter le vote utile à gauche. Mais d'abord, avant de parler de la France insoumise, pour appuyer ce que tu viens de dire, cette semaine, il y a eu deux sondages, deux études d'opinion intéressantes. La première, c'est un sondage présidentiel, donc encore une fois, toujours rappeler que ça ne préfigure rien de ce qui va se passer dans maintenant 1 an et demi, donc c'est quand même dans très longtemps. Mais par contre, ça dit quelque chose de l'état des forces aujourd'hui, même si la méthodologie a été critiquée, notamment par la France insoumise. A raison. A raison, exactement. Juste toute petite parenthèse. En gros, ce qu'ils disent, c'est dégueulasse parce que dans le sondage présidentiel, quand vous regardez les personnes qui ont été sondées, elles disent que n'avoir été que un peu plus de 13% à avoir voté Jean-Luc Mélenchon en 2022. Or, en 2022, il y a eu 22% des gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon. Donc, qu'est-ce que c'est que cet échantillon qui ne représente pas véritablement la réalité des votes des gens, et notamment la réalité des votes des gens à gauche? On ouvre et on ferme la parenthèse. C'est pour ça aussi que les résultats sont redressés. Exactement. En fait, l'échantillon, quand il n'est pas conforme, soit à la réalité sociologique du pays, soit à l'âge, soit à la répartition femmes-hommes, soit au dernier vote, il y a les sondeurs redressent. Mais c'est vrai qu'ils ont raison de noter le gros écart dans cet échantillon avec la réalité du vote de 2022. Et donc, les sondages sont aussi
des choses en fait que tu crantes en fait, qui sont utilisées après comme des arguments politiques par les différents responsables, et en l'occurrence bien évidemment par Raphaël Glucksmann, puisque dans ce sondage il arrivait en 3e position, Raphaël Glucksmann, derrière le candidat ou la candidate d'extrême droite, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, derrière Édouard Philippe lorsqu'il était testé, et lui il arrivait juste derrière. Édouard Philippe fait entre genre autour de 17-18%. Entre 16 et 19. Entre 16 et 19, et derrière Raphaël Glucksmann. Qui touche 16. C'est-à-dire qu'en fait, avec les marges d'erreur, il pourrait être au 2e tour. Exactement. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, était entre 12 et 13%. Et donc, évidemment, dans ce match que tu pointais du doigt, eh bien, il serait plutôt bien placé pour l'emporter face à Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Encore une fois, c'est un moment particulier. Deuxième étude d'opinion qui est sortie cette semaine. Là, c'est plus large, et c'est sur la question du Front républicain. Et ce sondage fait assez froid dans le dos, puisque on voit que vous avez plus de Français qui considèrent qu'il faut faire barrage à la France insoumise que faire barrage au Rassemblement national, c'est-à-dire un front renversé par rapport à ce qui s'est pratiqué depuis maintenant au moins la Seconde Guerre mondiale, quoi. Ce renversement est très très inquiétant, et il apporte de l'eau au moulin précisément de ceux qui sont pour la candidature de Raphaël Glucksmann et du Parti socialiste, parce que ce que dit Raphaël Glucksmann, non mais ce qu'il serine en fait en permanence, c'est non mais Jean-Luc Mélenchon, bon, d'abord, il considère que c'est un antisémite et qu'on peut pas discuter avec lui et que ce ne sont pas des partenaires avec qui fréquentables, première chose. Mais deuxième chose, dans l'argumentaire en fait qui est déployé autour de ça, c'est mais Jean-Luc Mélenchon est mal placé en fait pour gagner au second tour. C'est-à-dire que quand bien même il réussirait à gagner le premier tour, il perdrait contre Marine Le Pen ou Jordan Bardella ou un quelconque candidat du Rassemblement national, puisque il est une personne détestée en fait dans l'opinion publique, de même que la France insoumise dans son entièreté. Ils sont rejetés. Et donc eux ils disent nous on n'est pas rejetés, on est rejetés moins, on va dire. Et donc on pourrait l'emporter, on pourrait concentrer en fait les votes du Front républicain au second tour. Voilà, c'est ça en gros les arguments. Enfin, je dis pas qu'ils sont valables. Ouais, je voulais juste dire une petite chose, c'est que tu as dit les arguments de Raphaël Glucksmann et du Parti socialiste. Moi, je pense que c'est ce dont et qui est faux. Pour l'instant, le Parti socialiste n'est pas sur l'option Raphaël Glucksmann. L'option du Parti socialiste, c'est la primaire à gauche. Et le petite crise de nerfs qu'il y a autour de l'élection de la députée, du député représentant les Français de l'étranger en Espagne, montre que il y a un bras de fer qui se joue entre le Parti socialiste et Raphaël Glucksmann, puisqu'il y avait deux candidats, un candidat socialiste et un candidat place publique. Donc ils ont bien fait le rapport de force entre eux, et au total le Parti socialiste appelle à voter pour la candidate de la France insoumise qui est arrivée en tête, tandis que Raphaël Glucksmann dit je ne me prononce pas puisque c'est Renaissance, et que donc entre Renaissance et la France insoumise je ne choisis pas. Voilà, donc c'est pour l'instant, je pense que le PS n'a pas décidé de faire de Raphaël Glucksmann son candidat. Et en tout état de cause, pas décidé que Raphaël Glucksmann s'imposerait à eux. C'est-à-dire que si jamais Raphaël Glucksmann devenait le candidat du Parti socialiste, probablement que ça serait au terme d'une primaire, et probablement que ça serait sur la base d'une discussion avec lui des termes différents du contrat, de la répartition des sièges et tout petit. Moi, j'ai été frappée de voir comment Raphaël Glucksmann joue de cette ambiguïté dans la matinale qu'il a fait sur France Inter, puisqu'il a passé son temps à dire « nous ». Et le « nous », c'était « nous, la gauche »,« nous, les socialistes » ou « nous, place publique ». C'est-à-dire que tu savais pas quel était le « nous » dont il parlait. Et sauf une ou deux fois où réellement il a précisé « nous, place publique », avec ses deux députés place publique, mais sans ça, tu savais pas, et donc il se met lui aussi dans ce rapport de force, puisqu'il était interrogé
sur France Inter, que personne ne lui a demandé de préciser au nom de qui il parlait. C'était quand même un peu incroyable. Et donc, il s'autorisait à parler au nom des socialistes. Donc, je pense que la tension avec les socialistes, des tensions qui sont, encore une fois, pour des histoires de projets et des histoires d'analyse sur où est le poids de la gauche. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je pense, c'est que le Parti socialiste, pour l'instant, considère que on ne peut pas faire simplement avec les déçus du macronisme. Puis c'est ce que rappelle souvent Roger Martelly. Roger, il dit le Parti socialiste sait que lorsqu'il gagne, ou pour gagner, il a besoin en fait de se réancrer à gauche. C'est ce qu'il a fait dans les années 70 et après qui a abouti à la victoire de François Mitterrand à la présidentielle. C'est ce qui s'est passé après les grandes grèves de 95, l'élection en 2000 en 97, et c'est ce qui s'est passé aussi avec François Hollande pendant sa campagne. François Hollande pendant sa campagne. On passera sur la nature de son quinquennat, mais pendant sa campagne, c'était « mon ennemi, c'est la finance ». Voilà ce qu'on retient de la campagne. Enfin, et l'impôt à 75%. Ce qui est quand même des mesures qui sont très, des mesures, des orientations en tout cas, qui sont très très fortement ancrées à gauche. Et depuis... c'est comme ça qu'on gagne une campagne à gauche. C'est comme ça, au Parti socialiste, tu vois. Et moi, j'irais partout. On gagne une campagne quand on fait voter son électorat, quoi. Et que donc Raphaël Glucksmann n'est pas, et aujourd'hui dans ses positions, dans les positions qu'il prend, véritablement, il n'est pas au cœur de la gauche. Alors si on prend sur la position sur les retraites, il est dilatoire et il dit on verra ça en 2027, c'est un débat d'élection présidentielle. Et pour ce qui concerne la situation, les candidats, donc. La situation internationale, il continue de développer un discours très, oui, je pense guerrier sur la manière de traiter la question européenne. Ceux qui ne sont pas abonnés à la newsletter peuvent lire le papier qu'on a fait ce vendredi à ce sujet, dans lequel nous on s'inscrit absolument en faux en disant que là on entre dans on est sur une pente catastrophique avec cette généralisation de la guerre et des guerres hybrides, etc. Et que si on ne se ressaisit pas, on va à la catastrophe. Moi, j'aimerais rajouter... Mais je voudrais dire autre chose sur la FI. Ah, et moi, d'abord, sur le Parti socialiste, parce que je sais que, genre, c'est quelque chose avec lequel t'es pas hyper d'accord. On a déjà discuté plusieurs fois, mais cette question de l'identité, en fait, du Parti socialiste. C'est-à-dire que pour gagner, on gagne à gauche, mais il y a aussi le fait que Raphaël Glucksmann n'est pas un socialiste. Il n'est pas membre du Parti socialiste. Or, le Parti socialiste, depuis la Deuxième Guerre mondiale, à toutes les élections, et notamment dans la Cinquième République, à partir de 58, à toutes les élections, il présente un candidat. Que là, ne pas présenter un candidat, c'est quand même... Ce serait quand même une étape, c'est-à-dire que s'ils se rangent derrière Raphaël Glucksmann, ce serait une étape dans leur disparition potentielle qui, à mon sens, n'est pas négligeable. Et je ne suis pas certain que les militants socialistes, les adhérents du Parti socialiste, aujourd'hui, en soient au stade où ils décident de se ranger derrière un quelconque ou une quelconque candidat, tu vois. C'est vraiment et c'est pas que une histoire de d'ego ou je ne sais quoi, enfin mal placé. Hein. C'est aussi une histoire de en fait le Parti socialiste aujourd'hui, il existe encore dans notre pays parce qu'il a une histoire longue. Exactement comme le Parti communiste d'ailleurs, ils ont des histoires longues qui méritent d'être prises en considération dans toute leur longueur, dans toute leur complexité, dans toute leur profondeur, et que on peut pas balayer en fait, dire oh bon les communistes ils sont 4, les socialistes ils ont fait un 75 à la dernière élection présidentielle, donc on en a rien à foutre et on peut élire du schmoll ou du schmil qui n'a aucun rapport avec le schmilblick. Non, ça reste à mon sens, tu vois, des partis structurants dans notre vie politique, et les socialistes le savent. Et d'ailleurs, les socialistes, en premier lieu, le savent. C'est comme ça, en fait, qu'ils se ressentent. Genre, quand tu écoutes encore Olivier Faure, quand il fait son université d'été, là, il te parle de Jaurès, il te parle de machin. Enfin, je veux dire, il s'inscrit, en fait, dans une histoire longue, et je ne suis pas certain qu'il soit... tu vois, qu'ils en soient au moment où ils se disent bon finalement tout ça c'est des vieux appareils, des vieilles maisons dont on n'a plus besoin et allons dans la maison Raphaël Glucksmann qui est une maison qui a à peine quelques années. Alors je suis vraiment pas d'accord avec toi et je vais te dire pourquoi. C'est d'abord je pense que personne n'imagine qu'ils vont renoncer à la vieille maison des socialistes.
Le problème, c'est que, je veux dire, le fond de l'affaire, c'est que je pense que Olivier Faure sait, et il a revécu ça hier d'une certaine manière, c'est que le Parti socialiste est en convalescence, qu'il n'est pas accepté, et qu'on peut encore entendre ici et là, tout le monde déteste les socialistes. Donc, ce que je veux dire, c'est que la rancœur à l'égard du Parti socialiste n'est pas purgée, et elle est d'autant moins purgée, un, que les socialistes sont divisés, deux, qu'ils n'ont pas de projet véritablement constitué alternatif. Donc, Olivier Faure, ce qu'il essaye de faire, c'est de réintroduire le Parti socialiste. Il ne s'agit pas simplement de faire des déclarations mon ennemi c'est la finance. Quand tu as une gauche qui existe et qui est vivante et qui te demande des comptes encore aujourd'hui sur ce que tu as fait quand tu as exercé le pouvoir, il sait bien que cette période-là n'est pas terminée et que donc, tu sais, quand les socialistes se sont compromis dans les guerres coloniales, il aura fallu plus de 15 ans pour régler le problème. Oh. Donc là, je pense que Olivier Faure est un socialiste qui tient au Parti socialiste, mais qui sait qu'il n'y a pas un chemin rapide pour solder l'affaire et que donc il lui faut revenir au cœur au cœur de la gauche, et donc alors il le fait adroitement, maladroitement, comme il peut, mais je pense que véritablement c'est ça sa stratégie, et le chemin n'est pas terminé. C'est pour ça que moi je pense que la stratégie des socialistes, c'est de dire on fait une primaire, ils espèrent sans doute à gagner, mais ce qui leur importe, c'est d'arrimer les écologistes, le Parti communiste, l'après-génération, d'arrimer le parti également de Ruffin debout, c'est d'arrimer tous ces gens qui constituent sur le plan politique la diversité de la gauche non LFiste et de faire ensemble. Et ils sont prêts, moi je pense qu'ils sont prêts à perdre la primaire. C'est-à-dire qu'ils sont prêts, ils vont jouer la primaire, mais ils peuvent. Moi, je pense qu'ils sont prêts à la perdre. Moi, je vais te dire. Alors, ça, c'est mon premier point. Attends, je termine juste mon truc. Je pense, que le Parti socialiste est prêt à perdre la primaire pour le coup d'après. C'est-à-dire pour reconstituer un groupe qui permettrait de reprendre le leadership à la France insoumise. Et c'est ça qui est leur enjeu, c'est que je pense qu'ils sont tous d'accord, Raphaël Glucksmann et Olivier Faure, ils sont d'accord pour dire que l'enjeu stratégique, c'est de minimiser le poids de la France insoumise, de la faire disparaître ou de la réduire à portion congrue. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, peut-être, parce que je viens de la tradition communiste, moi, je ne crois pas que le Parti communiste s'est effondré parce qu'il n'a pas présenté de candidat à l'élection présidentielle. Je ne crois absolument pas. Bon, donc je ne pense pas non plus pour le Parti socialiste. En revanche, pourquoi est-ce que après sur quoi a gagné Fabien Roussel? Il a rien gagné. Au Congrès. Oui, mais on s'en fout. Au Congrès. Je veux dire... Ah bah oui, mais c'est quand même le vote des adhérents. Enfin, c'est quand même le vote des communistes, tu vois. Oui. Il a gagné parce qu'il a dit, moi, je vais me présenter aux élections présidentielles. D'accord, avec un résultat merveilleux. Je sais que voilà, et il se prépare à vouloir recommencer. Oui. D'ailleurs, on a appris incidemment, et on en reparlera prochainement, sans doute, qu'il a convoqué le congrès du Parti communiste au mois de juillet, ce qui, comme ça, permet d'empêcher les communistes de se situer dans l'affaire de la primaire. Bon, on ferme la parenthèse. Ce que je veux dire, c'est que le fait d'avoir ou de ne pas avoir un candidat à l'élection présidentielle peut éventuellement être un symbole actif, c'est-à-dire que ça participe, mais ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est que si le Parti socialiste a un candidat et qu'il n'a pas la ligne politique qui lui permette de rassembler, il s'écroule, et franchement, je pense qu'il se serait bien passé de l'épisode 1,75% qui les a plutôt plombés. Et les communistes vivent comme un boulet le fait d'avoir les résultats très mauvais de leurs différentes candidatures à l'élection présidentielle. Depuis 2002, ils n'ont jamais passé la barre des 3%. Donc Non, mais moi je suis complètement d'accord, je trouve ça absolument ridicule, mais encore une fois, Fabien Roussel s'est fait élire sur cette promesse. Oui, mais moi c'est pas rien en fait d'avoir le vote des communistes parce que tu dis je vais me présenter à l'élection présidentielle no matter what, et tant pis si je fais 1%. D'accord. Ça c'est après. La deuxième chose, c'est sur la question de toi tu me dis oui, les socialistes sont prêts à perdre la primaire. Ben moi je ne les ils se battront pour la gagner, évidemment. Bien sûr. Mais tu dis ils sont prêts à perdre la primaire. Moi je
je pense que dans l'ADN des socialistes, quand tu regardes leur histoire, au moins depuis la Deuxième Guerre mondiale, leur ambition a toujours été l'hégémonie à gauche. Ça a toujours été, sous l'époque de Mitterrand, et à l'époque de la maison commune de... Mais que ce soit ton ambition, c'est une chose, mais comment tu la retrouves? Eux, je suis d'accord avec toi. Je vais te dire, c'est tellement leur ambition que c'est aussi l'ambition de Jean-Luc Mélenchon, qui est un socialiste. En fait, je veux dire, ils ont ça dans leur ADN. Oui, leur objectif, c'est d'être hégémonique. C'est pas média. D'accord. Donc, il y a une dose plurielle. Pour nous, pour toi et moi, au moins, il y a un point sur lequel on est d'accord, c'est que la culture d'hégémonie, c'est vraiment une catastrophe à gauche. Oui. Donc, alors, je suis d'accord pour dire que les socialistes veulent retrouver leur hégémonie. Le problème, c'est la réflexion sur comment est-ce qu'ils vont la retrouver. Et moi, je pense qu'ils veulent la retrouver au travers d'un réancrage du PS dans la gauche et que cela passe pour eux par la primaire. Parce que s'il n'y a pas de primaire, par exemple, si Raphaël Glucksmann arrivait à se présenter éventuellement avec leur soutien, ben, ils ne peuvent pas compter une seconde sur le soutien de tout le reste de la gauche. Les écologies, Génération, l'après, Debout, le Parti communiste, tout ça ne soutiendra pas Raphaël Glucksmann. Sans passer, si avant il n'y a pas eu une primaire. Voilà. Il faudrait qu'ils leur cassent les bras politiquement dans cette primaire, enfin qu'il y ait un... Si Glucksmann, je pense que ça sera très compliqué pour certains candidats de soutenir Glucksmann, même s'il gagne la primaire. Voilà. Mais s'il va pas à la primaire, c'est exclu, mais exclu d'avance. Donc du coup, le PS se retrouve embarqué dans l'histoire dont il cherche à se défaire, c'est-à-dire l'histoire du hollandisme qui a donné Emmanuel Macron. Passons à la France insoumise. C'est le même problème pour la France. Je pense que véritablement, le problème, c'est que tout le monde a très bien compris que l'enjeu du second tour va être déterminant sur le premier tour. Qui est capable d'aller au second tour? Et qui est capable de gagner au second tour? Alors, il y a deux questions. Double question. Qui est capable d'aller au second tour et qui est capable de gagner? En 2022, Jean-Luc Mélenchon, on a regardé tous les deux les sondages de 2022, on les a regardés cette semaine. C'est incroyable la percée dingue que fait Jean-Luc Mélenchon au dernier moment, dans les derniers jours, dernières semaines, c'est-à-dire début avril. Quasiment, il passe de 14 à 22% il est même à 11. Il y a même tout un mois, au mois de février-mars, il est à 11% dans les sondages. C'est-à-dire à peu près équivalent de ce qu'il est aujourd'hui. Mais, il est le premier à gauche. Voilà. C'est quand même ça qui est très important. Donc il est toujours le premier à gauche. Mais il va faire une puissante remontée parce que, en fait, comme il est le premier à gauche, il apparaît à partir du début avril, quand les choses commencent à être un peu stabilisées pour les électeurs de gauche, qu'ils comprennent que ça ne sera pas Madame Hidalgo, ni Monsieur Roussel, ni Monsieur Jadot qui seront capables d'embarquer la gauche au second tour. Tout le monde va bloquer son suffrage sur Jean-Luc Mélenchon. Donc, la question de ne pas s'écrouler dans les sondages, quand il va y avoir cette guerre pour savoir qui va être capable d'être le premier à gauche, est fondamentale. Et c'est ça que Jean-Luc Mélenchon est en train de faire. Pourquoi il s'attache de manière anticipée et de manière très très construite et puissante à cette question de structurer son noyau dur? C'est parce que précisément ce que tu as dit, c'est quand il y aura aussi le sondage du second tour. Qui est capable d'aller au second tour et qui est capable de battre Marine Le Pen? Jean-Luc Mélenchon part avec un très très gros handicap sur le sujet. C'est-à-dire que, d'ailleurs, tout le monde l'a bien noté, Jean-Philippe Tanguy, qui est vice-président du Rassemblement national, a dit cette semaine qu'il pensait que ce serait Jean-Luc Mélenchon qui serait au second tour. C'est sûr qu'il y avait un projet clair. Et il y a le journaliste qui lui a demandé, vous le pensez ou vous le souhaitez? Et je pense que c'est les deux. Je pense qu'il le pense, parce qu'il pense que Jean-Luc Mélenchon a une pensée solide, comme Marine Le Pen, mais je pense qu'il le souhaite aussi. Parce qu'en fait, à date, c'est Jean-Luc Mélenchon n'est pas en mesure de battre Marine Le Pen. Et le problème, c'est que cette espèce de stratégie que joue la France insoumise, de conforter son noyau dur, il le conforte comment? Il le conforte par des dingueries qui sont chaque jour mis. Tu te dis, mais non, mais quand est-ce que ça s'arrête, ce délire? Ce qu'ils ont fait hier à Raphaël Glucksmann et à Olivier Faure, d'essayer de les sortir, voire de leur envoyer des œufs ou je sais pas quoi, de la peinture sur la tête de Raphaël Glucksmann ou d'insulter Olivier Faure. Mais enfin, je trouve que l'expression de Ruffin est très juste. L'enjeu, c'est pas de se faire détester, c'est de se faire aimer. Là, il continue de se faire de conforter le noyau dur qui déteste le Parti socialiste
et en s'affrontant à eux, c'est-à-dire qu'en fait, si tu es du côté de la gauche, tu ne peux pas les considérer comme faisant partie de la famille. Tu participes à l'éjection de ces militants, de la CFDT, etc. Fait que voilà, c'est ça la stratégie, c'est pour être sûr d'avoir un groupe autour de 9, autour de 10, autour de 11%, qui va pas céder devant les mauvais sondages de second tour, de façon à donner une chance à Jean-Luc Mélenchon de battre dans l'argumentation Raphaël Glucksmann ou tout autre candidat commun qui pourrait être désigné par la primaire, et que donc ils auraient un socle solide plus la puissance argumentative de Jean-Luc Mélenchon, de façon à gagner le vote utile et à aller au second tour. Après, pour moi, le problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout de stratégie de second tour. Là, ils n'ont qu'une stratégie de premier tour. C'est la seule qu'ils construisent. Et penser que tout le monde est un poisson rouge et que les gens vont oublier quand ça fait 3-4 fois que t'es candidat, enfin ça fera la combienième fois? La 4e fois. Quand ça fait 4 fois que t'es candidat, tu peux pas à chaque fois, enfin je veux dire, changer d'habit. Tu vois, parce que souvent, Jean-Luc Mélenchon devient plus rassembleur dans la dernière ligne droite avant l'élection présidentielle. Ce qu'il a fait à chaque fois et qui lui a réussi, mais là, il ne cesse de structurer de l'hostilité à son égard, d'autant que les socialistes ont des forces pour organiser l'hostilité contre Mélenchon. C'est aussi ça que devrait réfléchir Mélenchon. C'est qu'en fait, il part pas sur une page blanche. L'autre jour, on avait dit que la France insoumise avait la moyen de mettre la misère au Parti socialiste, et le Parti socialiste vote à Sébastien Lecornu, enfin lui permet de se maintenir grâce aux voix socialistes. Donc l'AFI pèse, mais dans l'électorat, il y a aussi des gens qui commencent à considérer que la voix du Parti socialiste est écouté, est entendu, et ils sont capables aussi de jouer contre l'AFI. Donc je trouve ça fou ce qu'est en train de faire la France insoumise. Oh. Franchement. Surtout que en fait, c'est vrai que quand tu regardes le discours, notamment de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi de beaucoup d'insoumis, qu'ils soient élus ou non, tu vois que il y a à peu près la moitié qui est pour dire voilà ce que nous pensons, donc c'est sous la forme d'arguments, de propositions, etc. Souvent en disant nous sommes les seuls à le dire sur tous les sujets. Enfin, je veux dire, soit ils récupèrent la paternité en fait des propositions ou des arguments, soit ils disent nous sommes le seul à le dire, alors qu'en fait c'est pas tout à fait vrai, il y en a d'autres qui le disent, mais bon, c'est pas très grave. Et la deuxième chose, et enfin l'autre moitié en fait de leur énergie militante en fait à Jean-Luc Mélenchon et aux autres, c'est pour insulter le reste de la gauche, et le reste globalement du champ politique. Tu vois. Mais c'est pour créer de la barrière infranchissable, que leur électorat ne puisse pas aller du côté de l'autre candidat, quand bien même il serait mieux placé dans les sondages pour battre Marine Le Pen. Ce que je trouve étonnant, tu vois, c'est cette propension à l'insulte. C'est-à-dire que en fait, à partir du moment où tu appelles, par exemple, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, un nigo, comme il l'a appelé par 2 fois, quand même, dans les semaines qui viennent de passer là, je ne perçois pas en fait que tu dises je ne suis pas d'accord avec Olivier Faure. Bon, c'est une chose, tu vois. Que tu dises gros nigo, je suis là, il y a même comme ça. Oui, mais là il y a, je sais pas, il y a une espèce de capitaine de pédalo, ça c'était une sortie qui a bien collé au masque de Hollande. Oui, bien sûr. Du mal à s'en remettre. Mais j'avoue que je ne perçois pas en fait comment tu vois, tous les autres on a parlé et pour le Rassemblement national et pour le Parti socialiste de cette respectabilité, cette responsabilité, etc. Enfin, je veux bien que ça soit un peu des 20 mots, et moi j'en peux plus de cette respectabilité qu'on me sort à tout bout de champ, tu vois. Mais en même temps, je suis pas sûr que la quête de l'irrespectabilité, notamment par l'insulte, tu vois, notamment par le fait de dire regarde, j'arriverai à travailler avec personne puisque j'insulte tout le monde. C'est ça qu'il dit. Oui, par tout le temps d'un gouvernement insoumis, Jean-Luc Mélenchon. Oui, exactement. C'est un gouvernement insoumis stricto sensu parce que de toute façon tous les autres il les a bon an mal an, si tu prends les 10 dernières années, insulté à un moment. Il dit, dans un gouvernement insoumis, on ferait pas ceci, on ferait cela, ou on ferait ceci, on ferait cela. C'est-à-dire que c'est même pas un gouvernement dirigé par des insoumis, c'est un gouvernement insoumis. Ouais. Et comme je pense que Jean-Luc Mélenchon connaît les nuances du français, je pense que s'il le dit, c'est pas que moi je pense qu'il veut vraiment créer
de l'infranchissable. Voilà. Il faut qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Et peut-être qu'il changera. Moi, c'est ça que je me dis, c'est que, comme tu dis, il change souvent d'habit, il change souvent de direction, et il change la façon dont il édule. C'est pas qu'il édule le corps, c'est que, en fait, tout d'un coup, il dit un rassembleur, et là, il dit, on lui a dit souvent, là, c'est la gauche, avec des circonflexes sur le haut, et puis, au bout d'un moment, il dit, ah, mes amis, ça faisait longtemps, je vous aime, toute la gauche. Oui, enfin, il le fait quand il est en position de le faire. Exactement. C'est-à-dire qu'il ne le fera, moi, je pense pas du tout inéluctable qu'il le fasse. Je pense qu'il ne le fera que si il est en situation de passer, d'être celui qui rassemble, qui collecte le vote utile. S'il collecte le vote utile, il saura trouver les mots pour créer la dynamique. Mais s'il n'a pas réussi à l'enclencher, il restera sur cette position oui, enfin intraitable, qui coûtera certainement très cher. Alors ça coûtera très cher au reste de la gauche, ou à la gauche et peut-être même au pays, parce que si ça facilite l'élection de Marine Le Pen, c'est pas une bonne idée. Sauf si la volonté d'empêcher Marine Le Pen d'accéder au pouvoir est plus forte que ça. C'est-à-dire est plus forte que est-ce que la détestation du Rassemblement national est supérieure à la détestation du Parti socialiste à gauche. Moi, je le crois. Je pense que, et dans les choses que, tiens, je voudrais dire juste un mot à ce propos, c'est que le débat qui a eu lieu là ces 10 derniers jours depuis la condamnation de Nicolas Sarkozy sur la question de l'état de droit a permis de revenir un peu, et je pense que ça serait vraiment bien qu'on continue d'y réfléchir et d'argumenter sur la spécificité d'une élection de l'extrême droite. Marine Le Pen, ce n'est pas l'alternance. Hier, j'ai fait un plateau avec quelqu'un que j'estime beaucoup et qui a sorti cette bêtise que le désir d'alternance, ça serait le Rassemblement national. Non, le Rassemblement national, ce n'est pas l'alternance. Le Rassemblement national au pouvoir met en cause profondément, structurellement, l'état de droit qui permet de vivre dans une France conforme à ses valeurs et à ses engagements et à son fonctionnement démocratique. Et il y a des analyses très fondées, très poussées qui décortiquent le programme du Rassemblement national et qui montrent comment c'est inscrit, pensé, et que c'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est-à-dire que, s'appuyant sur les faiblesses de nos institutions, le Rassemblement national a trouvé les points par lesquels il peut y aller pour déstabiliser, mais pas simplement fragiliser, pour casser les bases de notre système démocratique. Et donc, ce n'est pas une alternance. Et moi, je pense que il y a tout lieu d'être très, très, très profondément inquiet d'un accès au pouvoir du Rassemblement national. Pour ses politiques concrètes, mais aussi pour ses transformations structurelles qu'il enclencherait. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus dangereux que on voit à l'œuvre, en fait, des manœuvres de la part à la fois du Rassemblement national, mais aussi d'une autre partie du champ politique qui est la droite classique conservatrice, tu vois, qui sont de nature, en fait, à inquiéter. Parce que, comme on l'a déjà rappelé à Regard, très souvent, lorsque l'extrême droite arrive au pouvoir, elle n'y arrive pas toute seule, en fait. Elle y arrive parce que, en fait, au bout d'un moment, et le patronat et la droite classique lui dit allez, c'est bon, tu peux y aller, tu peux y arriver. Regardez par exemple ce qui s'est passé avec Javier Milei ou avec Viktor Orban, ils sont arrivés, ou avec Meloni, exactement. En fait, à chaque fois ils arrivent soit en utilisant le parti républicain, comme c'est le cas pour Trump ou pour Orban qui était membre de cette droite conservatrice, ou bien Meloni, c'était par des alliances en fait avec des gens qui auparavant avaient eu le pouvoir et représentaient la droite. Eh bien, c'est ce qui se passe, c'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Quand on regarde, il y a eu cette semaine un renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale et des patrons et des patronnes de commission à l'Assemblée nationale. Eh bien, il y a eu des manœuvres qui ne sont pas passées inaperçues, qui montre bien que il y a eu des accords entre le dit bloc central et le Rassemblement national pour faire élire des vice-présidents, des présidents, etc., etc. Enfin, ils ont des renvois d'ascenseurs en fait en permanence. Et ce type de magouille
c'est pas des magouilles en fait, c'est ce type de dynamique en fait convergente entre genre la droite et l'extrême droite doit nous inquiéter énormément. Elle inquiète d'autant plus que là, donc Sébastien Lecornu cherche à composer son gouvernement, cherche à essayer de faire un budget, etc. Et il se murmure. Pour l'instant, c'est très compliqué mais on le lit en fait dans les papiers, dans Le Monde, dans Libé, etc., dans Le Figaro, que il se pourrait que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, en fait, préfigure un accord de non-censure de la part des députés du Rassemblement national à Sébastien Lecornu. C'est-à-dire que et que cette alliance, en fait, qui les sert tous les deux, puisque Sébastien Lecornu gagne du temps, en fait, à la tête de Matignon, et d'un autre côté, le Rassemblement national, il vote pas la censure, il s'achète un peu de respectabilité, il espère que ses électeurs qui veulent la rupture avec le système ne lui en tiendront pas trop rigueur, et de toutes les façons, dans 3 mois, au mois de décembre, paf, il va lâcher les chiens et il votera la censure et fera tomber le gouvernement à ce moment-là. Tout ça en ayant obtenu entre-temps une réduction du panier d'aide médicale d'État, je sais pas quoi, par-ci par-là, des trucs sur les lois sur l'immigration et Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, que Marine Le Pen, dans un souci de respectabilité, à peu près tous les 3 dimanches du mois, dit c'est quand même pas mal ce qu'il fait Bruno Retailleau. D'ailleurs, il s'est vraiment inspiré il est vraiment très inspiré par le Rassemblement national, jusqu'au moment où quand même il faudra le dégager, le Bruno Retailleau. Enfin, et d'ailleurs tout le monde le sait un peu, ou l'absorber exactement. Enfin, et comme ils ont absorbé Ciotti. En fait, mais tout le monde le sent en fait que ça est en train de se passer. La question c'est est-ce qu'il va rester des gens à droite pour dire stop. En fait, on arrête le délire, tu vas. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Beaucoup sont ou bien passifs ou bien actifs en fait dans cette collaboration. Écoute, Yaël Braun-Pivet a été très active pour sceller le retour du Rassemblement national dans des postes de haute respectabilité à l'Assemblée nationale. Attal valide le fait que Renaissance va soutenir Aulas à Lyon, qui lui-même trouve que les fachos c'est pas si mal, et va soutenir Madame Dati, qui est une Trumpiste en chef. Donc je veux dire, et ils ont apporté tous ensemble, parce que je dis Yaël Braun-Pivet parce que elle a été la chef de la manœuvre, mais enfin tous les députés Renaissance ont voté pour élire des députés Rassemblement National au bureau, ce qui leur a valu en retour le vote du Rassemblement National pour qu'ils puissent récupérer des présidences de commission. Bon, écoutez, je sais pas, ça commence à faire beaucoup d'indices, tout ça. Et alors, en plus, on sait pas où est passée la caisse du chat. Donc, moi, je dis que Marine Le Pen, elle a offert son chat à Engage, parce que comme tout le monde sait qu'elle aime les chats. Une lettre au masculin, enfin. Comme tout le monde sait que elle aime les chats, elle lui a donné, voilà, et qu'en plus, elle y est allée toute seule. Et ça me paraît pas sans importance. Bardella était pas là. Et pourquoi Bardella était pas là? Parce qu'en fait, l'enjeu pour Marine Le Pen, je pense, c'est il est triple. Il est de ne pas décrocher par rapport à son électorat qui veut que le gouvernement tombe. Donc ça, c'est quand même une première question. La deuxième question qu'elle a, c'est de faire en sorte de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, parce que elle, comme beaucoup de gens, croit que la seule possibilité pour le Rassemblement national d'accéder au pouvoir, c'est que ce soit elle la candidate et pas Bardella, ce qui est une absurdité. Enfin, il y avait Dupont-Aignan qui était sur un plateau cette semaine, qui est quand même l'allié de Marine Le Pen et qui a mis les pieds dans le plat en disant ce serait une pure folie, quoi. On va pas donner l'effet de la bombe atomique à un gosse de 30 ans. Voilà, il l'a dit comme ça. Et puis le troisième enjeu, je pense que Marine Le Pen, ce qu'elle veut pas, c'est que le RN gouverne. Là, maintenant, tout de suite. Je veux dire, ils peuvent pas avoir le pouvoir pour 1 an. Parce que 1 an, tu fais rien du tout. Bon, s'ils l'avaient, ils se débrouilleraient pour faire 2-3 trucs et puis marquer leur respectabilité, essayer de dire, voyez, on n'est pas dangereux, on est respectueux de l'état de droit, contrairement à ce que je disais tout à l'heure. Alors que moi, je sais très bien que c'est ça qu'ils préparent pour leur élection en 100 jours, renverser les règles. Mais ils en feraient contre mauvaise fortune bon cœur, mais je pense qu'elle a surtout envie de conforter sa place, mais pas d'exercer le pouvoir, et que ce soit bien elle qui soit la candidate. Donc je pense que c'est tout ça qui se négocie avec le bloc central. En effet, en contre un peu de temps pour le Cornu, un peu de temps
je sais pas combien de temps ça peut durer un peu, quoi. Hein. Oui, si on laisse passer le budget. Ouais, ça peut. Alors, en plus, comme il y a plus de 49.3 sur le budget, enfin, c'est ce qui a annoncé. Moi, je pense que si le Cornu a supprimé l'utilisation du 49.3 pour lui-même, voilà. c'est que il sait que il aura la bienveillance. Oui. Alors, il peut pas être certain d'avoir la bienveillance du Parti socialiste pour les raisons que je disais tout à l'heure. Donc la bienveillance, si elle vient de quelque part, c'est du Rassemblement. Il faut quand même. Je pense qu'il fait ça pour avoir la bienveillance du Rassemblement national, c'est certain. D'ailleurs, Marine Le Pen l'a parfaitement compris, puisque en sortant de sa réunion avec le Cornu, elle a été plutôt sympa avec le Cornu. Elle a dit bon, elle a pas dit grand-chose. Hein. Enfin, de ce que vous avez censuré, elle a fait bon, je sais pas. On verra la déclaration de politique générale. En revanche, cette histoire de 49.3, c'est qu'il n'y ait pas de 49.3, c'est quand même intéressant, parce que moi je le rappelle tout le temps, mais l'année dernière, dans la même composition, l'Assemblée nationale s'était mis d'accord en commission d'abord sur un budget. Et puis après, ils étaient en passe en fait d'aller voter dans l'hémicycle, et puis là Michel Barnier a dit et Emmanuel Macron, je pense derrière, a dit on va pas faire ce que veulent les députés. La question c'est est-ce qu'il va se repasser la même, est-ce que à nouveau ça va être la même chose en fait qui va être débattue, et genre ils vont arriver aux mêmes conclusions. Par exemple, parce que il y a quand même des choses. Si je prends c'est l'argument des LR de dire nous on a le Sénat, donc on peut vous éviter des inconvénients, parce qu'après on a la commission mixte paritaire qui est quand même une grosse bullshitterie, et négocier entre eux avec le poids prédominant des LR dans la commission mixte paritaire. Parce qu'ils sont dominants au Sénat. C'est vrai. Sauf si, la gauche et l'extrême droite arrivent en fait à mettre en avant en fait des totems très importants que sont par exemple la réforme des retraites, ou et c'est ce qu'a dit Olivier Faure avant de rentrer chez le Cornu. Il a dit lui il veut un vote sur la réforme des retraites, parce qu'il a dit ça a toujours pas été voté, ça a été adopté sans vote avec 49.3, et donc il dit je veux un vote. Là tu vois, ça sera compliqué pour le Rassemblement national de ne pas voter pour l'abrogation de la réforme des retraites ou contre la réforme des retraites, et donc il y a une majorité contre cette réforme des retraites qui tombe, ou bien sur la taxe Zucman. Sur la taxe Zucman, je faisais un plateau, puis on me disait mais non, mais le député, les RN, ils sont pas vraiment, ils sont plutôt contre, etc. Enfin, ah oui d'accord, essayons de la faire voter dans l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, genre à nouveau, parce que ça a déjà été le cas en février, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde qui était présent, mais peu importe. Admettons que là, il y a un vrai débat, genre le coût politique, y compris pour un député, voire surtout pour un député du Rassemblement national, d'aller dire non, je suis contre le fait de taxer à 2% les gens qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Il va être très très élevé, parce que genre derrière ils vont devoir retourner dans un circo, et là les gens vont les attendre en faisant quoi? Genre tu veux pas faire contribuer à hauteur de 2% les plus riches? Et ça, ces dynamiques-là, tu vois, qui font que au bout d'un moment, en fait, ils sont bloqués et ils sont obligés de voter, parce que 75% des Français sont pour la taxe Zucman et 80% sont pour l'abolition de la réforme des retraites. Ils sont un peu bloqués, tu vois, bah oui, les mesures de gauche, comme le répètent très souvent et François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon et le Parti socialiste. Ah bah oui, toutes les mesures dans notre programme, dans le programme de la gauche, elles sont toutes plébiscitées par les électeurs. Donc une fois, si elles arrivent à l'ordre du jour, c'est très compliqué de voter contre, parce que c'est un coup politique. Donc moi je pense que ça peut changer des choses, le fait qu'ils ne veuillent pas te faire de 49.3, si le Rassemblement national joue le jeu. Et s'il joue pas le jeu, si finalement, bah évidemment, il s'est mis d'accord avec le Cornu, jouer le jeu, ça veut dire dire ouais, ok, on va voter la taxe Zucman, ok, on va faire fonctionner le Parlement normalement, et quand il y a des gens, par exemple, le premier groupement à l'Assemblée nationale, le Nouveau Front Populaire, veut mettre à l'ordre du jour quelque chose, et très bien, débattons-le, tu vois, et ensuite on voit ce que ça donne, on voit si il y a une majorité sur le sujet. Mais je suis pas sûr qu'il fasse ça, parce que je pense qu'effectivement ils ont fait un deal avec le Cornu, et où en fait il va pas se passer grand chose, tu vois, ils vont avoir peut-être même leur loi immigration ou je sais pas quoi, et puis après les LR l'ont demandé pour l'avoir. Les LR l'ont demandé, parce que ça c'est l'autre truc marrant, c'est que hier jeudi il y a Bruno Retailleau qui allait 1h30 voir le Cornu, et a priori il est ressorti, il était pas très content, parce que il a réuni en urgence à 20h30 tous les députés LR, enfin pas grand monde,
mais quand même il les a réunis. Et en mode genre là il y a un petit souci, etc. Enfin, donc lui, il essaye aussi de faire monter la sauce, tu vois, de faire monter la mayonnaise pour essayer d'obtenir des trucs, genre. On sait pas, c'est un peu flou en fait tout ce qu'il demande. Il demande un tiers a priori de ministres LR. On voit pas trop à quoi ça sert vu que les trois quarts on sait pas qui c'est. Enfin, je veux dire à part lui, tu vois, genre Un tiers de ministres LR et un tiers de ministres issus des LR. Non, non mais c'est on dirait une blague. Le Cornu, il est issu des LR. Darmanin, il est issu des LR. Hein. Non mais tout ça est ridicule de toute façon. Catherine On en connaît trois. Il est issu des LR. Enfin, ils sont tous issus des LR. Ils sont tous issus des LR et globalement on sait même pas qui c'est. Enfin, on en connaît quatre des ministres. Enfin, le reste on sait pas qui c'est. Donc je vois pas trop l'intérêt à part placer ses potes du Sénat genre à des postes importants. Bah, tu vas voir que ce qui se dit, c'est que la ministre de l'économie, Bompard, va se faire dégager. C'est pas Bompard, c'est Lombard. Lombard, c'est pas Bompard. Lombard va se faire dégager et ils vont mettre une sénatrice voilà. LR. T'es capable de donner son nom? Non, mais voilà. Moi pourtant on l'a lu. Le fait que je connaisse pas son nom et ça ressemble à Christine Lagarde. On a cru que c'était Christine Lagarde, on était là. Quoi? Ah non, c'est pas Christine Lagarde, c'est une autre. Non, c'est une sénatrice. Mais ça veut dire aussi que c'est des gens qui jouent la carte Retailleau et la cohérence avec la politique des LR. Donc c'est pas sans importance. Moi, je me demande, et on terminera là-dessus, quand est-ce que Retailleau va faire un pas de côté, tu vois, parce que quand même ce type doit être président de la République, et en fait, à partir de quel moment il va dire, et bon, là, la Macronie, le socle commun, bye bye, enfin, genre, je m'en détache définitivement, parce que mine de rien, c'est dans 1 an et demi, tu vois. Enfin, genre, et il peut pas rester ministre de l'Intérieur jusqu'au bout, tu vois, parce que quand même. Pour l'instant, il y a personne qui vraiment le menace profondément depuis l'intérieur du socle commun. Bah oui, parce que Attal et Édouard Philippe ne sont pas en position de lui gratter quelque chose. Bah, de l'effondrer, quoi, disons. Donc, je pense qu'il trouve pas, je vois pas pourquoi. Je pense que c'est d'ailleurs la réflexion qu'il y a également à gauche, c'est qu'en fait, c'est cette question de quel sera le ticket d'entrée pour le second tour, et s'il y a plusieurs candidats à droite, ce qui me semble être quand même hautement probable, eh bien, voilà. Et Retailleau, il pense que dans ces plusieurs, il peut en être et que lui peut gagner. Je suis d'accord, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que Retailleau, ok, il est le symptôme d'une dérive en fait du pouvoir qui est passé de centre droit à de plus en plus vers l'extrême droite. Il est le symptôme de ça, mais enfin, s'il se présente qui continue en fait à être ministre de l'Intérieur jusqu'en 2027, désolé, mais il sera le représentant de la continuité du pouvoir depuis 10 ans. Et je vois pas comment à un moment il va être la rupture avec lui-même. Il est ministre depuis plusieurs années, tu vois. Il y a un truc genre je pige pas. Au bout d'un moment, il va nécessairement devoir faire un pas de côté et tuer le père. Enfin, moi je crois pas. Je crois que des héritiers de Macron, c'est Attal et Philippe, et Retailleau n'en fait pas partie. Bah oui, mais de fait. C'est ce qu'on lui reprochera. Et de fait, moi, je ne le dirai pas. Ah oui, parce que tu crois que Marine Le Pen, elle va laisser passer cet argument en regardant le train. Non, elle va lui dire, regardez, lui, c'est un macroniste comme les autres. D'ailleurs, il a rien fait, il est nul. Elle va dire ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il a peu fait. Oui. Mais que par contre, il a validé toutes ses idées. C'est vrai. Donc c'est ça la fonction de Retailleau. Pour Marine Le Pen. Mais pour lui, quel est son intérêt, en fait, d'être, genre, cet idiot utile du Rassemblement National s'il a envie d'être président de la République? De prendre le plus de l'espace bloc central, entre guillemets, puisque les deux autres sont incapables de l'incarner. C'est ça qu'il va chercher à faire. Moi, je crois qu'il n'a aucune chance, non plus. Aucune. Parce que Retailleau est vraiment trop à droite pour incarner le bloc central. Même si, on voit que les gens du bloc central sont, Ils savent plus où ils habitent. Ouais, c'est ça. Bon, sur ce, la suite de prochain numéro. Je sais pas si vous nous avez suivis, mais c'est un peu... on nage dans la soupe, là. Hein. Ouais, on nage dans la soupe. Mais peut-être qu'à un moment, cette soupe, elle sera buvable. Non. N'importe quoi. Allez, ciao. Ciao.